Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. Tshisekedi à l'ONU. Kagame accusé de génocide silencieux en RDC. Bonsoir et bienvenue sur Africa Flashes. Ce soir, nous revenons sur un discours qui fera date, celui du président Félix Tshisekedi à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans un ton grave, le chef de l'État congolais a accusé le Rwanda et Paul Kagame d'être responsables d'un génocide silencieux qui, depuis 30 ans, endeuille le peuple congolais. Il a exigé, sans ambiguïté, le retrait immédiat des troupes rwandaises, la fin du soutien au M23 et le rétablissement total de l'autorité de l'État sur les zones occupées. Mais au-delà des mots, que révèle vraiment cette prise de position? Quelles en sont les implications diplomatiques, sécuritaires et géopolitiques? Dans cette analyse, nous allons plonger au cœur des non-dits, des rapports de forces régionaux et des enjeux mondiaux qui entourent cette crise persistante à l'est du Congo. Bonsoir chers auditeurs et merci de nous rejoindre sur Africa Flashes. Lorsque le président Félix Tshisekedi prend la parole à la tribune des Nations Unies, ce n'est pas seulement la voix d'un chef d'État qui résonne. C'est celle d'un peuple meurtri, trahi et sacrifié depuis 3 décennies dans l'indifférence quasi générale. Ces mots sont clairs. Tant que le Rwanda, sous la conduite de Paul Kagame, continuera d'appuyer les groupes rebelles comme le M23, tant que des pans entiers du territoire congolais resteront occupés, il ne saurait être question de paix véritable. Tshisekedi ne parle pas d'un simple conflit localisé, mais d'un génocide silencieux, un drame continu et systématique qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. En réalité, cette déclaration n'est pas une sortie isolée. Elle s'inscrit dans une longue séquence où le président congolais cherche à internationaliser la question de l'agression rwandaise et à replacer le Congo au centre du débat géopolitique mondial. Depuis des années, Kigali nie toute implication directe, préférant se présenter comme un acteur stabilisateur dans la région des Grands Lacs. Pourtant, les preuves s'accumulent. Rapports du groupe d'experts de l'ONU, témoignages de terrain, saisies d'armes, récits des populations déplacées. Tous convergent pour démontrer la continuité d'une stratégie rwandaise visant à contrôler des portions stratégiques du Kivu et à mettre la main sur ses richesses minières colossales. Tshisekedi le sait. Sans un signal fort adressé à la communauté internationale, le drame congolais risque de rester relégué dans les marges de l'actualité mondiale. Son discours est donc conçu comme une alerte, une convocation de l'opinion internationale face à ce qu'il appelle une continuité macabre. Ces termes ne sont pas choisis au hasard. Ils renvoient à une chronologie où massacres, déplacements forcés, pillages et violences sexuelles se succèdent sans interruption depuis les années 1990. D'Uvira à Rutshuru, de Bunagana à Beni, les mêmes récits se répètent, villages incendiés, familles décimées, enfants arrachés à l'innocence pour être enrôlés dans des groupes armés. La charge est lourde, mais elle soulève une question essentielle. Jusqu'où Tshisekedi est-il prêt à aller pour traduire ses paroles en actes? Et surtout, le système international, avec ses inerties et ses rapports de force,
Est-il prêt à suivre ce chemin exigeant? Le président congolais n'ignore pas les contraintes. Les Nations Unies, avec la MONUSCO, sont déjà présentes sur le sol congolais depuis plus de 20 ans, sans avoir réussi à mettre fin à l'instabilité. Les grandes puissances, quant à elles, oscillent entre condamnations diplomatiques et calculs stratégiques. Washington, Paris, Bruxelles, Pékin ou Doha observent le dossier congolais avec des intérêts divergents. Minerais critiques, influence régionale, partenariat militaire. Dans ce contexte, la parole de Tshisekedi apparaît comme un pari, celui de contraindre la communauté internationale à reconnaître enfin la nature véritable de ce conflit. En parlant de génocide silencieux, il cherche à briser le mur de l'indifférence et à replacer la tragédie congolaise sur le même plan que d'autres drames humains ayant mobilisé la conscience universelle. Mais cette stratégie comporte aussi des risques. Si ces appels restent lettres mortes, ils risquent de donner l'image d'un président isolé, incapable de transformer la sympathie internationale en action concrète. La suite de cette analyse nous plongera dans les racines historiques de cette crise, les mécanismes d'impunité qui l'entretiennent, les intérêts économiques colossaux qui l'alimentent et les scénarios possibles pour l'avenir. Car ce qui se joue à New York dépasse largement la tribune diplomatique. Il s'agit du destin d'un peuple et de l'équilibre d'une région stratégique au cœur de l'Afrique. L'histoire des conflits à l'est de la République démocratique du Congo ne peut être comprise sans revenir aux racines profondes des guerres des années 1990. Après le génocide rwandais de 1994, le flux massif de réfugiés Hutus vers le Kivu a transformé cette région déjà fragile en un champ d'affrontements interethniques et internationaux. Les camps de réfugiés installés à Goma et Bukavu ont servi de base arrière pour les ex-forces armées rwandaises et les miliciens Interahamwe. Paul Kagame, alors nouvel homme fort de Kigali, a saisi l'occasion pour justifier des incursions militaires au Congo voisin. Sous prétexte de sécuriser ses frontières, il a déclenché une série d'opérations qui allaient ouvrir l'ère des guerres du Congo. Ces guerres, menées avec l'appui de l'Ouganda et parfois en connivence avec certaines élites congolaises, ont permis au Rwanda d'installer des relais locaux et d'exercer une influence durable sur une partie de l'Est congolais. Loin d'être uniquement motivées par la sécurité, ces interventions avaient un objectif économique clair: accéder aux ressources minières stratégiques du Kivu et de l'Ituri. Coltan, cassitérite, or, cobalt. Autant de minerais devenus indispensables aux industries mondiales de la téléphonie, de l'informatique et plus récemment de la transition énergétique. Au fil des ans, une véritable économie de guerre s'est mise en place. Des groupes armés, soutenus directement ou indirectement par Kigali, contrôlaient les zones minières, organisaient l'extraction et exportaient les minerais via des circuits parallèles passant par le Rwanda. Cette exploitation a enrichi des réseaux transnationaux, mais elle a laissé les populations locales dans la misère la plus absolue. Ce paradoxe, une région immensément riche en ressources, mais plongée dans une pauvreté extrême, est au cœur du drame congolais. Lorsque Tshisekedi évoque à l'ONU un génocide silencieux, il ne s'agit pas d'une formule de rhétorique. Les chiffres sont effrayants. Plusieurs millions de morts depuis les années 1990, dus directement aux massacres, aux violences, mais aussi aux conséquences indirectes des conflits, famine, absence de soins, déplacements forcés. Chaque village brûlé, chaque femme violée, chaque enfant enrôlé par la force dans une milice témoigne de cette continuité macabre que le président a voulu souligner. Et pourtant, malgré cette hécatombe, l'impunité demeure la règle. Les grandes puissances, tout en exprimant parfois une indignation de façade, ont rarement exercé de réelles pressions sur Kigali. Le Rwanda, petit pays sans ressources naturelles notables, est devenu une plateforme logistique incontournable pour les minerais congolais. Ses partenaires occidentaux, conscients de cette dépendance, ont fermé les yeux sur ces exactions. Kigali a aussi su habilement cultiver une image de modernité et de bonne gouvernance, séduisant bailleurs de fonds et institutions internationales. C'est précisément cette façade que Tshisekedi tente de fissurer.
En nommant les choses, en parlant de génocide, en exigeant un retrait inconditionnel des troupes rwandaises, il cherche à délégitimer la stratégie de Kagame sur la scène internationale. Mais la tâche est ardue. Le Rwanda dispose d'alliés puissants et d'un savoir-faire diplomatique éprouvé. La question qui se pose est donc double. Le Congo a-t-il les moyens militaires, politiques et diplomatiques de soutenir cette ligne de fermeté ? Et la communauté internationale est-elle prête à reconsidérer son indulgence à l'égard de Kigali? Sur le terrain, les forces armées de la RDC, FARDC, appuyées par des groupes d'autodéfense Wazalendo, résistent tant bien que mal aux offensives du M23. Mais la supériorité logistique et technologique de ces derniers, fournie par Kigali, complique toute avancée décisive. Sur le plan diplomatique, Tshisekedi mise sur un réalignement international. Les tensions entre Washington et Kigali, perceptibles ces derniers mois, constituent une opportunité. Des rapports du département d'État américain ont commencé à pointer du doigt le rôle du Rwanda dans le conflit. De même, l'Union européenne, bien que divisée, ne peut plus ignorer l'ampleur des crimes commis. L'Afrique, enfin, reste un terrain disputé. Certains pays, comme l'Angola, tentent de jouer les médiateurs, tandis que d'autres préfèrent la neutralité. L'autre dimension de cette crise est économique. Le Congo, en exigeant le retrait des troupes rwandaises, ne réclame pas seulement une souveraineté territoriale. Il revendique le droit de contrôler ses propres ressources. Car au fond, ce conflit est aussi une guerre pour les minerais. Les batteries électriques, les technologies vertes, les industries de pointe reposent de plus en plus sur des minerais extraits au Congo. Or, tant que Kigali contrôlera les circuits de contrebande, une part considérable de cette richesse échappera à Kinshasa. Tshisekedi, en dénonçant la situation, s'adresse aussi aux multinationales. Il leur signifie que la stabilité et la transparence ne pourront être garanties qu'à condition de reconnaître la souveraineté congolaise. Mais il y a un autre défi plus subtil, convaincre l'opinion publique internationale. Pendant longtemps, le drame congolais a été relégué au second plan, éclipsé par d'autres crises plus médiatisées. Les images de Goma, Bunia ou Bukavu n'ont jamais suscité la même mobilisation que celle de Sarajevo ou d'Alep. En parlant de génocide silencieux, Tshisekedi tente de provoquer un électrochoc moral. Reste à savoir si cette stratégie pourra percer le mur d'indifférence. Dans les prochains mois, plusieurs scénarios sont possibles. Si la pression internationale s'accentue sur Kagame, il pourrait être contraint de réduire son soutien au M23 et d'engager un retrait progressif. Cela ouvrirait la voie à une stabilisation relative de l'Est congolais, à condition que l'État congolais renforce sa présence et que des programmes de reconstruction soient de mise en place. À l'inverse, si la communauté internationale reste passive, le conflit risque de s'enliser avec son cortège de morts et de destruction. Dans ce cas, le Congo pourrait être tenté de chercher d'autres alliances militaires plus offensives, avec des puissances prêtes à lui fournir drones, avions et instructeurs. L'avenir immédiat dépendra aussi de la capacité de Tshisekedi à fédérer les Congolais autour de sa vision. Car si la souveraineté est une cause commune, les divisions internes, politiques, ethniques, régionales, continuent de fragiliser l'unité nationale. Pour réussir, il devra transformer son discours en une stratégie globale, combinant action diplomatique, renforcement militaire et mobilisation populaire. Pour comprendre la profondeur de ce que Félix Tshisekedi a dénoncé à l'ONU, il faut revenir sur la logique qui a structuré l'Est congolais depuis 30 ans. Une logique où l'exploitation économique, l'ingérence militaire et la violence de masse forment un triptyque indissociable. Ce n'est pas un hasard si le président parle de continuité macabre. Chaque phase du conflit s'est nourrie de la précédente. Chaque guerre a laissé en héritage des groupes armés, des réseaux de contrebande et une culture d'impunité. Au lendemain du génocide rwandais, la première guerre du Congo, menée par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération AFDL de Laurent-Désiré Kabila, avec le soutien direct du Rwanda et de l'Ouganda, a ouvert la voie à une ère nouvelle. Kigali s'était imposé comme acteur incontournable de la sécurité régionale. Mais très vite, les tensions entre Kabila père et ses parrains se sont muées en conflit ouvert.
Ce fut la deuxième guerre du Congo, parfois surnommée la première guerre mondiale africaine, tant elle impliqua de pays. C'est là que l'on mesure la profondeur de la formule de Tshisekedi. Le sang a commencé à couler massivement et ne s'est jamais arrêté. Ces guerres successives ont produit une multitude de groupes armés, souvent instrumentalisés par des puissances extérieures. Le M23, dont il est question aujourd'hui, n'est que le dernier avatar d'une longue lignée de rébellions soutenues par Kigali. Avant lui, il y eut le RCD Goma, puis le CNDP de Laurent Nkunda et Bosco Ntaganda. Chacune de ces formations partage une caractéristique. Elles naissent avec un appui logistique, financier et militaire venant de l'autre côté de la frontière, puis se livrent à des opérations de contrôle territorial, souvent autour de zones minières stratégiques. Dans ce contexte, l'économie de guerre a été la clé de voûte. Alors que les institutions de l'État congolais se désagrégeaient, des réseaux parallèles organisèrent le commerce des minerais. Le coltan extrait par des mineurs artisanaux dans les collines du Nord Kivu transitait par des pistes clandestines avant d'être exporté depuis Kigali ou Kampala. Les rapports successifs de l'ONU ont documenté cette mécanique implacable. Des ressources congolaises, pillées dans des conditions inhumaines, alimentaient l'économie rwandaise, laquelle servait ensuite de vitrine de bonne gouvernance. Ce paradoxe a permis au Rwanda d'afficher une croissance régulière, d'attirer des investisseurs et de séduire les bailleurs, tout en perpétuant un système criminel à l'est du Congo. C'est là qu'intervient la gravité des mots de Tshisekedi. Génocide silencieux, car il ne s'agit pas seulement de morts sur le champ de bataille. Il s'agit de vies détruites à petit feu, de générations entières condamnées à l'exil, de femmes et d'hommes privés de toute dignité. Les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, les déplacements massifs de population, les massacres récurrents constituent un continuum d'atrocités qui ne peuvent être considérés comme des accidents. C'est une stratégie de terreur et de domination, menée avec constance. Mais au-delà de la dimension humaine, se profile l'enjeu géopolitique mondial. Les minerais du Congo ne sont pas de simples richesses locales. Ils sont devenus essentiels à l'économie globale. Dans un monde en pleine transition énergétique, le cobalt du Katanga et du Kivu, le coltan et le lithium congolais sont des ressources stratégiques pour la fabrication des batteries électriques et des technologies de pointe. Autrement dit, la guerre en RDC n'est pas seulement une tragédie africaine, elle est directement liée aux chaînes de valeur mondiales, aux rivalités entre grandes puissances et aux impératifs de la révolution technologique. C'est pourquoi le discours de Tshisekedi a aussi une portée universelle. Lorsqu'il exige le retrait des troupes rwandaises et la fin du soutien au M23, il ne réclame pas seulement une paix nationale. Il alerte sur le fait que la stabilité de l'approvisionnement mondial dépend aussi du respect de la souveraineté congolaise. Autrement dit, ce n'est plus seulement une affaire de droits humains, mais aussi de sécurité énergétique et économique globale. À partir de là, plusieurs scénarios prospectifs peuvent être envisagés. Le premier est celui d'un tournant diplomatique. Si les États-Unis, l'Union européenne et d'autres acteurs décident enfin de conditionner leur coopération avec Kigali au respect de la souveraineté congolaise, Paul Kagame pourrait se voir contraint de réduire son implication militaire. Cela ne mettrait pas fin à tous les problèmes, mais ce serait un signal fort. Le deuxième scénario est celui de l'enlisement. La communauté internationale continue d'exprimer de vagues inquiétudes sans mesures contraignantes, et le cycle de violence se poursuit. Dans ce cas, Tshisekedi devra chercher des alliances militaires plus audacieuses, avec des pays comme la Russie, la Turquie, la Chine, ou même des partenaires du Moyen-Orient, afin d'équilibrer le rapport de force sur le terrain. Le troisième scénario, plus incertain, serait celui d'un sursaut africain. Si l'Union africaine et la SADC décidaient de mettre réellement en œuvre un mécanisme collectif de sécurité, la donne pourrait changer. Des contingents régionaux pourraient appuyer les FARDC, non plus seulement pour contenir le M23, mais pour neutraliser durablement les réseaux transfrontaliers qui alimentent le conflit. Cela supposerait toutefois une volonté politique forte et une solidarité africaine qui, jusqu'ici, a fait défaut. Au-delà de ces scénarios, un point demeure central.
la capacité de l'État congolais à se réinventer. Car même si le Rwanda retirait ses troupes demain, le Congo devrait encore affronter ses propres démons, corruption, faiblesse institutionnelle, division politique. Pour que le discours de Tshisekedi ne reste pas lettre morte, il doit s'accompagner d'un véritable chantier de reconstruction nationale. Cela signifie renforcer l'armée par une réforme en profondeur, rétablir l'autorité de l'État dans les zones libérées et surtout offrir aux populations locales des perspectives économiques réelles. Car tant que la pauvreté et l'abandon régneront dans le Kivu et l'Ituri, des groupes armés trouveront toujours des recrues et des justifications. L'avenir de la RDC dépend donc d'une combinaison subtile, fermeté vis-à-vis de Kigali, alliances internationales stratégiques, mais aussi renaissance intérieure. C'est là que réside le défi de Tshisekedi, transformer son discours en plan d'action global. Son intervention à l'ONU est un premier pas, une déclaration de principe, mais elle doit être suivie d'actes concrets, visibles, mesurables. Sans cela, les mots risquent de se perdre dans le vacarme des diplomaties et des intérêts contradictoires. Pour conclure, l'analyse de ce discours révèle trois vérités essentielles. D'abord, que le Congo n'est pas seulement une victime. Il cherche désormais à reprendre l'initiative, à imposer ses conditions. Ensuite, que le Rwanda, malgré son habileté diplomatique, ne pourra éternellement masquer son rôle dans les tragédies de l'Est congolais. Enfin, que la communauté internationale est placée devant ses responsabilités. Soit elle agit et contribue à mettre fin à cette hémorragie humaine, soit elle se rend complice, par son silence, d'un génocide qui ne dit pas son nom. Le pari de Tshisekedi est audacieux, mais il correspond à un moment crucial de l'histoire congolaise. Pour la première fois depuis longtemps, un président congolais affirme, à la tribune mondiale, que le Congo n'acceptera plus d'être un terrain de chasse pour ses voisins et un réservoir de minerais pour les puissances étrangères. Reste à savoir si ces mots trouveront un écho, ou s'ils se perdront dans le brouhaha des grandes capitales. Si l'on se projette à l'horizon des 10 à 15 prochaines années, plusieurs trajectoires se dessinent pour l'est de la RDC et, par extension, pour toute la région des Grands Lacs. Ces trajectoires dépendent à la fois de la capacité de Kinshasa à transformer sa volonté politique en action, de l'évolution de la diplomatie internationale et des choix stratégiques des puissances étrangères. Le premier scénario est celui de la stabilisation progressive. Dans cette hypothèse, le Congo parvient, avec l'appui de partenaires internationaux, à rétablir son autorité sur les territoires occupés. Les FARDC, modernisés et mieux encadrés, réussissent à neutraliser les poches de résistance armée. Le Rwanda, sous pression internationale, finit par réduire son soutien au M23 et s'oriente vers une normalisation des relations avec Kinshasa. Dans ce contexte, le Kivu, longtemps perçu comme un espace maudit, pourrait devenir un pôle de développement régional. Ces minerais, exploités légalement, alimenteraient non plus des réseaux de contrebande, mais des circuits transparents, permettant à l'État congolais d'investir dans des infrastructures, des écoles et des hôpitaux. Ce scénario suppose une convergence rare d'intérêts et une volonté politique forte, mais il n'est pas impossible. Le deuxième scénario, plus sombre, est celui d'une escalade régionale. Si les appels de Tshisekedi restent sans suite et que le Rwanda poursuit ses incursions, le Congo pourrait être tenté de franchir une étape supplémentaire, non plus se défendre, mais passer à l'offensive en cherchant à frapper Kigali par procuration. Cela entraînerait un risque d'embrasement généralisé, avec une guerre ouverte entre les deux pays, entraînant d'autres acteurs régionaux. L'Ouganda, déjà impliqué dans les années 2000, pourrait jouer sa propre carte. Le Burundi, fragile, serait entraîné malgré lui. L'Angola, en quête d'influence, pourrait intervenir. La région des Grands Lacs redeviendrait alors un théâtre de guerre majeure, avec des conséquences humanitaires et économiques catastrophiques. Le troisième scénario est celui du statu quo prolongé. Dans cette version, aucune puissance n'intervient de façon décisive. Le M23 continue d'occuper des portions du Nord Kivu, les FARDC résistent sans parvenir à reprendre l'initiative,
et les populations locales vivent dans une insécurité chronique. Ce scénario, malheureusement, est le plus probable si la communauté internationale ne franchit pas un cap. Il correspond à une sorte de normalisation de la tragédie. Les violences deviennent une toile de fond permanente, sans véritable solution, tandis que les minerais continuent de sortir clandestinement vers Kigali. Dans chacun de ces scénarios, une question centrale demeure, celle de la justice internationale. Peut-on imaginer, dans les 10 à 15 ans à venir, un procès visant Paul Kagame et ses alliés pour crimes commis en RDC? Aujourd'hui, cela paraît difficile, tant le président rwandais conserve un réseau solide d'alliances. Mais l'histoire montre que nul dirigeant n'est à l'abri d'un retournement. Milosevic en Serbie, Charles Taylor au Libéria, Omar el-Béchir au Soudan. Tous semblaient intouchables, jusqu'au jour où la conjoncture a basculé. Si les preuves continuent de s'accumuler, si les témoignages des survivants et les rapports des ONG s'imposent comme une masse critique impossible à ignorer, un mécanisme judiciaire pourrait voir le jour. Il pourrait s'agir d'un tribunal spécial pour la RDC ou d'une extension du mandat de la Cour pénale internationale. Dans ce cas, Kagame serait confronté à une alternative. Coopérer pour négocier une sortie honorable ou résister jusqu'à l'isolement diplomatique. Mais pour que ce scénario judiciaire prenne forme, il faudra aussi une volonté congolaise affirmée. Kinshasa devra documenter, archiver et porter devant les instances internationales les preuves des crimes. Cela suppose une diplomatie active, mais aussi une mobilisation de la société civile congolaise et de la diaspora, qui peuvent jouer un rôle clé pour maintenir la pression sur les capitales occidentales. À plus long terme, le Kivu reste une énigme stratégique. Sera-t-il toujours perçu comme une périphérie instable, ou deviendra-t-il enfin un moteur de développement? Cela dépendra de la capacité du Congo à investir dans des projets structurants, routes, barrages hydroélectriques, zones industrielles. Un Kivu intégré à l'économie nationale, connecté à Kinshasa et au reste du pays, serait beaucoup plus difficile à déstabiliser. À l'inverse, un Kivu abandonné resterait vulnérable aux manipulations extérieures. Le rôle des grandes puissances sera également déterminant. Les États-Unis, sous l'administration Trump puis ses successeurs, ont montré une attention accrue à la région, mais toujours sous l'angle des intérêts stratégiques et de la compétition avec la Chine. Si Washington décide que la stabilité du Congo est prioritaire, alors Kagame pourrait perdre son immunité diplomatique. Pékin, de son côté, cherche à sécuriser l'accès aux minerais stratégiques. Il pourrait soutenir Kinshasa, mais uniquement si ses propres contrats sont garantis. L'Europe, quant à elle, reste divisée, oscillant entre condamnation timide et maintien de relations privilégiées avec Kigali. Enfin, il faut évoquer le facteur démographique. La RDC est l'un des pays à la croissance démographique la plus rapide du monde. D'ici 15 ans, sa population pourrait dépasser 150 millions d'habitants. Si cette jeunesse est éduquée, encadrée et employée, elle constituera une force considérable de stabilisation et de développement. Mais si elle reste marginalisée, sans perspective, elle deviendra un réservoir inépuisable pour les milices. L'avenir du Congo se joue donc autant dans les salles de classe que sur les champs de bataille. Ainsi, le discours de Tshisekedi à l'ONU ne doit pas être lu comme une simple dénonciation. Il est aussi un avertissement. Soit la communauté internationale agit maintenant, soit elle devra assumer dans 10 ans les conséquences d'une région encore plus instable, peut-être à feu et à sang. Le président congolais a placé chacun devant ses responsabilités. Kagame, les grandes puissances, mais aussi le peuple congolais lui-même, qui doit refuser de se résigner. En définitive, l'histoire retiendra peut-être ce moment comme un tournant. Un instant où, à New York, la voix d'un peuple meurtri a brisé le silence. Reste à savoir si ce cri d'alerte sera entendu ou s'il se perdra, une fois de plus, dans l'écho des diplomaties et des intérêts croisés. On assiste impuissant au retour des vieux démons, agression armée, guerre de prédation des ressources et de conquête d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Tandis que la guerre entre Israël et le Hamas ravage la bande de Gaza, avec le risque d'une extension régionale,
et que se poursuit le conflit russo-ukrainien, d'autres foyers s'embrasent au Yémen, en Birmanie et en Syrie. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Dans la même dynamique, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé.
Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi, facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Un élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Notre objectif demeure inchangé: obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle se tienne avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. Madame la Présidente, il convient de préciser que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de justice et de réparation. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du respect plein et entier du droit international. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Notre pays a tendu la main. Nous avons signé des accords de paix, accepté le dialogue, pris des engagements pour la réconciliation. Mais une paix factice, bâtie sur l'impunité et l'oubli, n'est qu'un armistice précaire. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, y compris les génocides, et à mettre fin à l'impunité. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblées contre les auteurs des crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. Ces actions doivent être conduites avec l'appui de l'Union africaine, des Nations unies et de nos partenaires au développement, en impliquant les États limitrophes, les entreprises qui achètent et transforment ces minerais du sang, les institutions financières par lesquelles transitent les flux, ainsi que les organisations de la société civile. Je le dis solennellement devant cette Assemblée. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons
nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien que fragilisé par l'action internationale, conserve ses capacités dans des zones grises et diffuse son influence. Boko Haram au nord du Nigeria et Al-Shabaab en Somalie maintiennent une emprise territoriale significative. En Afrique centrale, après les ravages causés par la Lord's Resistance Army, LRA, de Joseph Kony, le nord-est de la République démocratique du Congo subit les exactions des forces démocratiques alliées, les ADF, un groupe terroriste ougandais ayant fait allégeance à l'État islamique. Ces groupes extrémistes ont laissé derrière eux un lourd tribut humain et continuent de menacer la stabilité régionale. Membre de la coalition mondiale contre Daesh, la République démocratique du Congo appelle les Nations unies à s'engager plus résolument dans la mise en œuvre des recommandations de la dite coalition et du processus d'Aqaba, à savoir le partage renforcé de renseignements, l'assèchement des financements, la lutte contre la propagande et contre les sanctuaires, ainsi que le soutien accru aux communautés victimes dans le plein respect du droit international humanitaire. Madame la Présidente, face à l'urgence climatique, l'accord de Paris demeure le cadre juridique essentiel pour la redevabilité des États en matière d'émissions et d'adaptation afin de contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius. À ce titre, la République démocratique du Congo a adopté son plan national d'adaptation 2022-2026. Nous nous sommes engagés à arrêter et à inverser la perte de forêts et la dégradation des terres d'ici 2031, tout en promouvant un développement durable et une transformation rurale inclusive. Depuis décembre 2021, un ensemble de mesures soutient la restauration des paysages forestiers, notamment le programme Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, destiné à renforcer la séquestration du CO2 et la résilience des écosystèmes. Nous saluons l'adoption de la décision 5/CMA.5, établissant de nouveaux mécanismes de financement, y compris le fonds pour pertes et préjudices, afin de compléter les sources existantes et d'apporter des réponses concrètes aux pays les plus exposés. Forte d'un potentiel environnemental unique au monde, la République démocratique du Congo se tient au cœur des solutions. Elle est prête à mobiliser ses atouts naturels au service du climat global, à condition que les engagements financiers soient prévisibles, accessibles et à la hauteur des impératifs écologiques et humains. Madame la Présidente, permettez-moi d'aborder aussi la question des défis énergétiques et de la protection de nos écosystèmes en rappelant que le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, considérée par de nombreux scientifiques comme le premier puits de carbone terrestre, ainsi qu'un vaste réseau hydrographique dominé par le fleuve Congo, deuxième au monde par son débit. Ces ressources vitales sont gravement menacées par des activités destructrices, déforestation, exploitation illégale, pollution, souvent alimentées par des conflits armés récurrents qui s'apparentent à de véritables crimes contre la nature. C'est pourquoi la République démocratique du Congo soutient l'initiative portée par le Vanuatu, Fidji et Samoa visant à ériger au plan international l'écocide
en incrimination autonome pour sanctionner les actes illicites ou arbitraires causant à l'environnement des dommages graves. Madame la Présidente, l'adoption du pacte pour l'avenir rappelle l'urgence d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable à 5 ans de l'échéance de 2030. La République démocratique du Congo a inscrit cet impératif au cœur de son action à travers le plan national stratégique de développement 2024-2028 qui place l'homme congolais au centre des priorités et intègre les 3 dimensions du développement durable, environnemental, social et économique. Ce plan s'articule autour d'orientations nettes, à savoir consolider la sécurité et la gouvernance démocratique, moderniser les infrastructures et le climat des affaires, protéger l'environnement et garantir l'accès aux services sociaux de base, eau, assainissement, éducation, santé, électricité, etc. Le bilan demeure contrasté, car seuls les ODD 12 et 13 paraissent encore atteignables d'ici 2030, mais des progrès tangibles sont enregistrés. La gratuité de l'enseignement a permis à plus de 5 millions d'enfants de retourner à l'école,